Bonjour. Aujourd'hui, cette séance sera consacrée à un soutien qui va vous permettre de comprendre certaines notions qui sont très ou bien utilisées dans les examens. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir deux grandes parties, à savoir le semis. Donc quand je dis semis, c'est graines, et la plantation, les plants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le semis? Donc le semis consiste à mettre des graines dans un milieu favorable en vue d'obtenir la germination, puis la croissance d'une plante. Donc l'essentiel, c'est que le semis, bien pour le semis, on utilise la graine. Et cette graine, elle doit être déposée dans un support. Généralement, c'est le sol. Pour qu'il germe, les conditions de réussite sont liées à la graine et au milieu. Donc, le semis, la germination de la graine, il est lié aux conditions de la graine elle-même et aux conditions du milieu. Bien, alors quelles sont ces conditions qui sont liées à la graine ou bien qu'on appelle souvent la semence? Alors, une graine qui est destinée pour la multiplication pour le semis est généralement appelée semence. Premièrement, première qualité, c'est la pureté spécifique. Autrement dit, la graine qui sera choisie, ou bien les semences qui seront choisies pour être multipliées, pour être semées, doivent avoir une pureté spécifique. Autrement dit, les organismes spéciaux dans la multiplication, dans la production des semences, en quelque sorte, donnent une garantie de cet élément. Mais c'est quoi d'abord la pureté spécifique? Les graines doivent représenter parfaitement l'espèce choisie, c'est-à-dire, dans le lot de semences, on devrait avoir le maximum du même espèce. Donc, si nous avons du blé, donc on devrait avoir du blé. Donc, il n'y aura pas de mélange. Donc, la pureté spécifique s'exprime au pourcentage du poids des graines appartenant à l'espèce considérée. Donc, c'est-à-dire, c'est le pourcentage du même espèce qui se trouve dans la caisse ou bien dans le lot. Donc, et bien sûr, alors, dans la réalité, c'est-à-dire il y a des laboratoires, ou plutôt des organismes spéciaux qui font ce travail. Donc là, vous avez un contrôle. Là, vous avez au niveau des laboratoires, donc séparation et comptage de toutes les impuretés. Donc ça veut dire pour tester, est-ce que ce lot ou bien cet échantillon des semences, vraiment, il correspond à la pureté spécifique qu'il a. Donc là, il y a un test au niveau du laboratoire. Donc ça, c'est en quelque sorte, première qualité. Deuxième qualité, c'est la pureté variétale, c'est-à-dire, autrement dit, elle représente le degré de conformité d'un lot de graines à une variété donnée. On la teste généralement par un comptage d'un assai de culture au champ. Alors, on a vu tout à l'heure la pureté, en quelque sorte, de l'espèce. Maintenant, de la variété. Ça veut dire qu'un lot de semences, il doit contenir le maximum de la même variété. Donc, comment faire, bien sûr? Donc, dans le procédé de multiplication, donc, il y a plusieurs techniques. Et parmi ces techniques, par exemple, vous constatez dans ces photos-là, pour assurer qu'on aura la même variété, les producteurs ou bien les multiplicateurs des semences, vous voyez, parfois, ils même fermer la fleur pour qu'il y ait une autofécondation, pour qu'on est sûr et certain qu'on aura la même variété. Donc là, sur le lot ou bien sur l'échantillon, on aura une étiquette qui indique bien sûr la pureté variétale en pourcentage. Bien. Troisième qualité, ça c'est très important, c'est la faculté germinative, c'est-à-dire al-qudra al-inbatiya. Alors c'est quoi en quelque sorte? Il est exprimé en pourcentage, il indique le nombre de graines qui germent dans un temps donné. Ce temps, il est variable en fonction
des espèces. Ça veut dire tout simplement, est-ce que ces semences, ces graines, sont capables de germer à un temps donné. Donc, c'est-à-dire aussi, on l'a fait sous forme de test. Ça veut dire que la société, ou plutôt l'organisme spécial qui produit ces éléments, vous garantit un pourcentage, par exemple, de faculté germinative. Par exemple, si on dit que cette espèce, ou plutôt une variété de 98% de faculté germinative, ça veut dire sur 100 graines, 98 vont germer. Donc là, c'est un indicateur. Bon, c'est quelque chose de très important qu'il faut rechercher dans la semence. Donc, c'est ça, en quelque sorte, qu'il faut chercher dans les semences. Et généralement, comme nous l'avons déjà dit, que les organismes spéciaux de production garantissent en quelque sorte cette notion-là. Alors là, bien sûr, comment on la teste? Donc, il y a plusieurs façons. Par exemple, constater au laboratoire, elle est en train de compter le nombre de germes qui ont, plutôt le nombre de graines qui ont germé. Donc c'est très simple, et on peut même, nous, c'est très simple, faire un test de germination, très simple, c'est-à-dire à partir, par exemple, d'un chiffon imbibé de l'eau, sur lequel on peut déposer, par exemple, 100 graines, et au bout de quelques jours, ou bien ça dépend de l'espèce, et on fait un comptage, et on peut déterminer le pourcentage de la faculté germinative. Bien, un autre élément, l'état sanitaire. Donc, bien sûr que les graines, elles doivent être saines. Donc, on doit garantir à l'agriculteur que ce lot de semences ne contient pas, ou bien il est indemne des maladies. Ça veut dire qu'il y a généralement un contrôle sévère par les organismes spéciaux. Parfois, on constate, par exemple, vous avez des graines de différentes espèces, mais on voit des couleurs, par exemple rouge, bleu. C'est quoi? Tout simplement, ce sont des pesticides qui vont protéger ces graines au moment du semis contre les maladies fongiques. Un autre élément, c'est la longévité, ou plutôt la durée germinative. C'est-à-dire que dans combien de temps peut-on conserver la semence pour qu'il soit toujours apte à germer? Donc là, vous avez un tableau, un exemple. Si je prends l'arachide, cacao, donc vous constatez la durée ou bien germinative de 4 ans. Donc ça dépend de l'espèce. L'aubergine, donc de 5, 6 à 8 ans. Donc on parle ici, ce sont des semences, c'est-à-dire on peut les conserver et les multiplier après cette période. Donc, ça dépend de l'espèce. Donc, vous voyez, c'est la durée de vie d'une semence. Cette durée est variable et dépend de l'espèce et des conditions de conservation. Donc, maintenant, le deuxième, c'est les conditions du milieu. Donc, on a vu les qualités d'une bonne semence, la faculté germinative, ainsi de suite. Maintenant, on va voir quelles sont ces conditions qui dépendent du milieu. Alors, elles concernent principalement les conditions du sol. Donc, même avec une bonne semence, si les conditions du sol ne sont pas favorables, on n'aura pas une germination. Alors, dans ce cas, le sol doit respecter certaines conditions d'une bonne germination et d'une bonne levée, principalement l'humidité. Donc, il faut que le sol contienne une humidité qui va favoriser la germination de la graine. Le sol, il doit être aéré, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir beaucoup d'eau pour éviter le problème d'asphyxie. Une température correspondante convenable pour la germination. Et aussi, bien sûr, une absence d'obstacles, surtout, qui sont produits par le travail des sols. Par exemple, les grosses mottes vont permettre de gêner la germination. Donc, c'est-à-dire, là, c'est pourquoi il faut bien travailler le sol, bien préparer le lit de semences. Donc, vous voyez que ce sont les deux conditions. Maintenant, on va essayer de voir comment réaliser un semis. Alors, généralement, les techniques de semis, il y a deux types. Le semis en place et le semis en pépinière. C'est quoi le semis en place? Ça veut dire on va semer
sur le même lieu de culture. Ça veut dire, une fois qu'on va déposer la graine, on va laisser la graine germer pour continuer son cycle de végétation. Là, vous avez beaucoup d'exemples, les céréales et ainsi de suite. Donc, exemple, le semis de céréales. Donc, une fois qu'on le dépose dans le sol, on va le laisser terminer son cycle de végétation jusqu'à la maturité. Deuxième cas, c'est le semis en pépinière. Alors, généralement, le menbutz, il est réalisé sur des surfaces qui sont limitées, en grande densité, et dans ce cas, on est obligé de faire le repiquage. Ça veut dire produire un petit plant dans une pépinière et par la suite, on va la transporter, ou bien ce qu'on appelle le repiquage, dans le champ, là où il va continuer en quelque sorte son cycle de végétation. Alors ici, il y a beaucoup d'exemples, les cultures potagères, les oignons, les tomates et ainsi de suite. Donc là, ce sont les techniques de semis les plus utilisées. Bien. Maintenant, les méthodes de semis, il y a le semis à la volée, le plus classique. Donc là, vous constatez les graines qui sont dispersées d'une façon aléatoire. Donc c'est la façon la plus classique qui est utilisée pour, par exemple, les céréales. Deuxième méthode, c'est le semis en poquet, donc un ensemble de graines, par exemple, par des groupes de graines. Par exemple, pour le cas de betterave sucrière pour les germes, vous voyez, donc on dépose 3 graines et par la suite, on va faire bien sûr le démarrage. Et bien sûr, dernier cas, c'est le semis en ligne, principalement les cultures, par exemple, maraîchères qui sont semis en ligne ou bien même les céréales. Donc, ce sont les 3 méthodes de semis. On va essayer de voir quelques exemples par ces images. Donc, vous voyez que l'agriculteur, c'est classique, il est en train de répartir les semences d'une façon aléatoire, donc on n'a pas un semis uniforme. Deuxième cas, vous constatez, dans chaque élément, on dépose 3 graines, et par la suite, on va supprimer les graines qui n'ont pas bien germé, ou bien on va laisser uniquement une plante qui est bien formée. Et enfin, le semis en ligne, ça c'est le plus pratiqué par plusieurs, bien pour plusieurs cultures. Bien. Alors maintenant, au moment du semis, il faut respecter un certain nombre de caractéristiques. La profondeur du semis, ça c'est très important. C'est-à-dire, les graines doivent être enfouies à une profondeur régulière. Ça dépend de l'espèce. La profondeur a une influence sur la levée. Il doit être raisonné en fonction de l'espèce et de type de sol. Si le semis est trop profond, les réserves de la graine s'épuisent avant la levée. S'il est trop superficiel, la graine risque de ne pas germer. Ça veut dire qu'il faut respecter cette profondeur, ni très profond, ni superficiel. S'il est très profond, bien sûr, il aura une mauvaise germination, et de la même façon lorsqu'il y a un semis superficiel. Deuxième caractéristique, c'est la densité de semis, de graines. Donc, et le nombre de graines par unité de surface. Donc, ça veut dire, c'est le nombre de graines qu'on va obtenir par unité de surface. Ça peut être mètre carré, mais généralement, ici, pour l'agriculture, c'est par hectare. Il doit tenir compte de la faculté germinative de la semence, qu'on a vu tout à l'heure, pour obtenir un peuplement optimum. Alors, généralement, j'ai cette courbe-là qui présente la variation de la densité des semis en fonction du rendement. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de graines, le rendement, il augmente. Mais il va arriver à une densité optimum et plus ou moins maximum. Au-delà de cette densité, le rendement, il va chuter. Donc, on a l'impression toujours de dire, lorsqu'on va mettre beaucoup de graines, on va avoir beaucoup de rendement, mais non, il y a un optimum. Donc, vous constatez là que le rendement, il chute. Pourquoi cette diminution du rendement? Parce que vous avez beaucoup de plantes par unité de surface, donc le problème de la concurrence vis-à-vis des éléments nutritifs, de l'eau et ainsi de suite. Donc là, c'est ce qui explique cette chute de rendement. Bien.
Pour calculer bien sûr maintenant la densité de semis, alors généralement, il y a E, c'est-à-dire l'espace entre les rangs, entre les lignes, et petit e 1 mètre, l'espace entre les graines. Donc ça, ce sont les deux éléments qu'on devrait avoir. On va essayer de raisonner la densité de semis par hectare. Alors, première méthode, comment peut-on calculer la densité, c'est-à-dire le nombre de graines par hectare? 10 000, c'est la surface en mètres carrés d'un hectare, divisé par E fois petit e. Ça veut dire la distance entre les lignes fois la distance entre deux plants ou bien deux graines sur la même ligne. Deuxième méthode, toujours la densité, mais cette méthode va donner plus de précision par rapport à la dernière ligne. 100 plus petit e sur fois 100 plus petit e. Donc, vous voyez qu'on va, pour comprendre cette méthode-là, ou plutôt cette formule, on va donner un petit exercice d'application. Voilà. Alors, si on suppose que E est égal à 60 cm, donc on est obligé de transformer 0,60 mètres, 20 cm, 0,20 mètres. Donc, on applique la formule. Premier cas, la densité, c'est 10 000 divisé par E fois petit e. Donc, vous voyez, 10 000 divisé par 0,6 fois 0,20. Donc, on va obtenir 83 333 graines par hectare. Bien sûr, qu'on peut bien sûr transformer, par exemple, en kilogrammes. Hein. Donc là c'est la première méthode. Deuxième méthode, là, on a utilisé séparément grand E avec petit e et on constate qu'une petite variation, mais ce n'est pas tellement important, donc on peut utiliser les deux formules. Bien sûr, et on peut transformer le nombre de grains, par exemple le poids de 1000 grains. Bien, donc là, on est capable de calculer la densité. Un autre élément, c'est la régularité de semis, c'est-à-dire la régularité d'un semis correspond à la précision avec laquelle le semoir respecte les consignes apportées lors des 3 réglages essentiels, c'est-à-dire qu'au moment du semis, pour que le semis doit être régulier, on doit respecter espace entre les rangs, les lignes, espace entre les graines dans les lignes et la profondeur de semis. Donc, généralement, on a des machines, des semoirs qui sont bien réglés dans ce sens. Ça veut dire, avant de faire un semis, l'agriculteur ou bien le technicien fait un réglage du semoir. Ça dépend de l'espèce, bien sûr. Le semis, la profondeur du semis pour les grains de maïs ne correspond pas. Ce n'est pas la même façon pour le blé et ainsi de suite. Donc, il faut régler ce matériel. L'époque du semis, ça veut dire le moment du semis. Il y a deux, les semis précoces, les semis tardifs. C'est quoi un semis précoce, yani le bekri? C'est effectué en automne et au printemps. Alors, leur avantage, c'est l'allongement de la période de végétation. Si les conditions le permettent, et si on fait des semis précoces, on favorise la longueur du cycle de végétation. Ça veut dire on donne plus de chances à la plante de constituer toutes ses composantes et donne une bonne production. Les semis tardifs, alors généralement, les semis tardifs, ils sont sous l'action des facteurs qui vont retarder les semis. Alors exemple, la date des premières pluies, parfois, on est obligé de retarder le semis parce que la date des premières pluies sont arrivées en retard. C'est ce qui se passe pour les céréales au Maroc, par exemple. On prévoit, par exemple, le semis pendant novembre, mais si les pluies arrivent très tard, donc nous sommes obligés de faire un semis tardif. Problème des adventices et des parasites.
Et aussi la date de récolte des précédents culturels. Parfois, c'est qu'on fait 2 cultures sur la même année, pendant la même année, et dans ce cas, nous sommes obligés d'attendre la récolte des précédents culturels. Donc là, on est forcé d'avoir un semis tardif. Bien, donc là, ce qui concerne le semis. Deuxième élément, c'est la plantation, c'est-à-dire l'utilisation des plants. Mechetil. Planter est une action qui consiste à replacer en terre un végétal préalablement arraché pour qu'il continue à se développer dans des conditions plus avantageuses. Ce mode d'installation est réservé aux cultures arboricoles et à certaines cultures maraîchères. Donc, là, vous avez des petits plants qui sont produits dans des pépinières et par la suite, ils seront repiqués. Donc là, cette méthode est utilisée principalement pour les cultures maraîchères, principalement pour les cultures qui sont exécutées ou plutôt pratiquées dans les serres. Alors, généralement, il y a 2 modes de plantation, des plantes à racines nues. Alors, les plantes à racines nues ne peuvent être plantées qu'à certaines périodes, tout particulièrement au printemps et à l'automne. Donc, il y a des espèces qui sont plantées avec des racines nues. Par exemple, le pommier et ainsi de suite. Là, vous avez des exemples des rosacées, ça veut dire qu'on peut prendre ces plants à racines nues et va les planter. Donc ça, c'est le premier mode. Le deuxième mode, c'est plantes en motte ou bien en conteneur. Ça veut dire qu'ils sont déjà préparés. Donc là, les plants en conteneur peuvent être plantés en tout temps et ne doivent plus qu'être sortis de leur pot et mis en place. Donc, ce n'est pas comme le premier cas. Donc, vous voyez que là, vous avez des conteneurs, des sachets. Par exemple, là, vous avez le cas de l'olivier. Donc, il suffit tout simplement d'enlever le sachet et de le planter. Donc, là, et les planter avec les mottes, avec le sol qu'il contient. On va donner des exemples dans ce cas. Là, vous avez des orangers, des agrumes. Ici, l'olivier, principalement, son produit se forme des plants en motte. Aussi, le figuier, l'avocatier. Alors, dans ce cas, par exemple, le framboise, on peut utiliser les 2 cas. Donc, vous voyez que ça, c'est une plantation à racines nues. Et aussi, on peut utiliser une plantation en motte. Donc là, ça dépend de l'espèce, ça dépend de la technique. On essaie de multiplier pour avoir des bonnes conditions de réussite de production. Merci pour votre attention.